De retour sur le plateau de la grande édition, j'ai le plaisir de vous annoncer le retour de notre spécialiste des humanités classiques africaines, à savoir Jean-Philippe Omotunde. Bonsoir monsieur Omotunde. Bonsoir. Alors nous avons commencé avec vous la saison dernière une série d'émissions pour un peu remettre les pendules à l'heure, pour rétablir quelques vérités sur toute cette histoire qui depuis 2000 ans a été littéralement retranscrite par les Caucasiens. Nous avons pu apprendre notamment que les mathématiques que l'on étudie en ce moment ne sont pas de Pythagore ou de Thalès, de ces personnes-là, mais datent de périodes largement antérieures, de milliers d'années avant la naissance de ces hommes. En Afrique. Tout est né en Afrique. Spiritualité, astronomie, navigation, calendrier, énormément de choses. Énormément d'informations. Ça en a troublé plus d'un. Ça en a troublé plus d'un, mais ça en a conforté beaucoup, puisque on l'a dit à beaucoup de reprises. Ce dont vous parlez, ce sont des recherches scientifiques, ce sont des faits établis, enfin une vérité réétablie, on va dire, mais tout est basé sur des éléments scientifiques. Totalement. On n'invente rien. De toute façon, la plupart du temps, vous venez avec des preuves à l'appui. De grands scientifiques qui ont travaillé, qui ont parcouru le monde, donc il ne s'agit pas de bêtises. Tout ce qu'on dit effectivement sur ce plateau, ce sont des choses qui sont avérées, sinon on ne s'amuserait pas à chambouler les croyances de tout le monde, mais il y a une certaine vérité qui a été plus ou moins occultée, et nous ce qui nous intéresse, c'est de la révéler. Donc on va recommencer à éveiller un peu les esprits, et on va aujourd'hui traiter de l'écriture. On va parler de l'écriture, de la naissance de l'écriture. Vous avez de bonnes nouvelles sur les origines de la naissance de l'écriture, mais comment ça s'est passé pour vous ces derniers mois, puisque on est beaucoup venu m'interpeller sur mais oui monsieur Omotunde, qu'est-ce qui s'est passé, vous le écoutez, c'est pas normal, on ne le voit plus, qu'est-ce qui se passe? Donc où étiez-vous ces derniers mois? C'est-à-dire que effectivement les gens avaient pris l'habitude, en fait le jeudi, de réserver un temps, parce que le problème c'est quoi quant au fond? On n'a pas d'émission d'anthropologie, on n'a pas d'émission scientifique, on n'a pas d'émission d'astronomie, de culture, d'histoire, de découverte, où nous avons la possibilité d'apprécier par nous-mêmes les matériaux scientifiques. C'est-à-dire que beaucoup de gens me disent, mais pour avoir un minimum d'informations sur l'actualité scientifique, je suis obligé d'écouter les radios nationales. Parce que ici, on n'a pas ce genre de point de vue, on n'a pas ce genre d'exposé. Moi, ce que j'apporte, c'est justement ça, et c'est pour ça que beaucoup de gens me sont reconnaissants. Sont reconnaissants d'une part parce que ce qui n'est pas abordé sur les radios nationales, les documents qui ne sont pas médiatisés. Je parle de cela pour montrer qu'il y a une problématique de fond, c'est que le discours au national est eurocentré. C'est-à-dire qu'on monte beaucoup de matériaux qui arrangent la version européenne de l'histoire. Mais quand on monte tous les matériaux, là les choses sont totalement différentes. Maintenant, autre chose qu'il faut quand même souligner, c'est que les réalisateurs de documentaires qu'on peut voir à la télévision, certains m'ont contacté. J'ai eu l'occasion même de participer à, vous savez, le magazine Géo a fait une fois un documentaire sur l'Égypte. J'ai été invité, j'ai été filmé pour être mis dans le documentaire au montage. La chose, c'est que le discours étant eurocentré et arrivant avec un discours tout simplement qui est le discours des anciens, le discours scientifique, le discours de la réalité, qu'on appelle, je dirais, discours africain, sauf que le discours africain, c'est lui qui est fondé sur la science, parce que l'homme est né en Afrique. Alors quand on voit le contrepoids que ça fait dans le cadre d'un documentaire comme ça, finalement, je me retrouve recalé, vous voyez, mais c'est vrai qu'il y a quand même des discussions, parce que comme je leur explique, on ne peut pas parler de matériaux africains, de découvertes scientifiques faites en Afrique, on ne peut pas parler de l'astronomie des Dogons sans avoir un scientifique africain qui vient donner un point de vue et apporter des matériaux. La précession des équinoxes, c'est la plus belle invention des Africains, c'est-à-dire comment nos ancêtres sont-ils arrivés à comprendre qu'au-delà du calendrier de 365 jours, il y avait la précession des équinoxes, c'est-à-dire le grand cycle de 26 000 ans. C'est quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de civilisations africaines sont conçues par rapport à des données astronomiques. Il n'y a pas que les Dogons. Donc c'est important. Donc il y a des discussions. Certains m'ont promis que pour la fin de l'année, je dis pas qui, mais que j'aurai l'occasion d'intervenir dans des documentaires et que je ne serai pas coupé au montage. Alors on verra. Surtout, voilà, non, mais c'est-à-dire qu'on a eu des discussions, c'était quand même un peu compliqué, parce que c'est pas le fait de mettre en question la compétence de la recherche scientifique africaine. C'est simplement on veut pas associer science et Afrique.
Voilà la problématique. Mais ça m'a été dit très clairement. Ouais, on ne veut pas associer. C'est indissociable. C'est-à-dire que la chose, c'est qu'on a créé des paradigmes où l'Afrique serait dans la pauvreté, la mendicité et compagnie. Non, l'Afrique est dans la science. La monnaie, c'est une invention de l'Afrique. Quand on parle d'économie, tout ça, ça vient de l'Afrique. Vous voyez? Et la chose, c'est que j'ai écrit un livre dessus où j'ai sorti le lexique, comment on dit acheter, comment on dit vendre, comment on dit. C'est nous qui avons inventé je dirais la nomenclature des pièces de monnaie, c'est-à-dire l'argent, le cuivre et l'or, avec des monnaies qui datent depuis l'Égypte pharaonique. Et j'ai montré les pièces de monnaie. Nous sommes le seul peuple à avoir connu toutes les pièces de monnaie, c'est-à-dire depuis les anneaux jusqu'à la pièce jeton que nous avons aujourd'hui. Donc ce sont des choses, il faut avoir des espaces pour pouvoir témoigner, montrer la documentation et faire en sorte que nous puissions avoir de vrais échanges, pas des échanges eurocentrés ou des monologues historiographiques, mais véritablement commencer à entamer le débat. Et ça devient intéressant. Mais est-ce que le public est prêt? Puisqu'on a eu des réactions positives, mais il y a aussi des réactions non, c'est-à-dire que c'est comme si on vous gifle, c'est-à-dire vous avez passé 40 ans à croire dans quelque chose et vous recevez une gifle. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous avez cru en quelque chose qui ne tient pas la route. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc c'est ça la problématique de fond. Mais c'est ça qui fait la beauté des choses. C'est d'avoir la capacité de se remettre en question. Moi je viens d'un pays, c'est-à-dire la Guadeloupe, où on ne se remet pas en question. On rumine les mêmes idées pendant 50 ans. Mais non, il faut se remettre en question. Il faut revoir les choses sous de nouvelles bases, sous de nouveaux angles, revoir un peu le système ancien de réflexion, créer un nouveau système de réflexion, de manière à faire en sorte que nous soyons toujours dans un cadre je dirais, de modernité en termes de solutions stratégiques et ne pas essayer de faire du neuf avec du vieux. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire chercher ce qu'on appelle finalement l'ossature de ce qui a été conçu par les anciens, ce qui a été conçu par les initiés, de manière à faire la technostructure de ce qui sera demain. Tout le monde a fait ça, ça s'appelle les humanités classiques. Alors, est-ce que, effectivement, puisque vous avez une école à Nijar, est-ce que vous avez de nouvelles têtes qui sont venues essayer de découvrir? Oui, c'est-à-dire que moi, ce que je trouve très intéressant, c'est d'avoir des professeurs de différentes matières, d'avoir des médecins, d'avoir des chefs d'entreprise, d'avoir des architectes, d'avoir tout ça, parce que dans cette diversité-là, ça me permet aussi de montrer les matériaux, je dirais, qui ont fondé la discipline de chacun. Vous savez, par exemple, en Martinique, où j'ai un institut qui est l'Institut Péranque, vous avez un médecin qui a fait un ouvrage, et quand il a vu le bistouri de l'Égypte ancienne, c'est-à-dire quelque chose qui date de plusieurs milliers d'années, il n'y a aucune différence entre le bistouri africain et le bistouri aujourd'hui. Quand vous prenez le stéthoscope, le stéthoscope figure déjà sur des murs de temples, notamment à Coambou. Et il a fait des recherches, il a même trouvé le stéthoscope avec les deux entrées aux oreilles. Donc c'est-à-dire que on voit que celui qui se prend au jeu et qui arrive à passer au-delà, je dirais, de cet imaginaire bloquant qu'il a, et commence aussi à partir dans la recherche scientifique, la recherche documentée, se rend compte qu'il a eu un jugement totalement arbitraire de sa propre profession. Je vous prends un exemple, dans des débats avec des enseignants, vous avez des enseignants qui me disent, mais vous savez, monsieur Omotunde, je vous ai trouvé un peu excessif. Parce que si les Européens n'étaient pas venus, comment on aurait fait pour avoir des livres pour enseigner aux enfants l'histoire, l'écriture, les sciences? Parce que les livres, quand même, c'est un outil important quand on fait de l'enseignement pédagogique. J'étais obligé de poser deux questions. Est-ce que les gens savent que papier vient de papyrus? Parce que se poser la question de l'histoire, mais c'est les Africains qui ont appris. Où étaient les grandes bibliothèques? Mais attendez, il y a des milliers d'années. Écoutez, quand on dit manuscrit de Nag Hammadi, le premier livre de l'histoire de l'humanité qui a été trouvé dans des fouilles archéologiques, les manuscrits de Nag Hammadi. Nag Hammadi, c'est en Afrique. Est-ce que c'est de ma faute si les gens ne savent pas que le premier livre qui a été trouvé en faisant des fouilles, ça a été trouvé en Afrique? C'est simplement, j'essaie de montrer qu'il y a une problématique de fond, c'est-à-dire que l'information scientifique africaine a du mal à passer. Et qu'il faut des émissions où on a la possibilité non seulement de montrer les matériaux, mais aussi de montrer l'avancée de la recherche scientifique. Parce que la chose, c'est que beaucoup de nations aujourd'hui font des fouilles archéologiques en Afrique. On a le satellite qui fait des photos satellitaires des sols jusqu'à pratiquement 10 à 15 mètres de profondeur. On a aussi les frères africains-américains aux États-Unis qui se sont dotés de moyens lourds avec des drones équipés de caméras extraordinaires et qui survolent les édifices aujourd'hui et qui nous mettent à disposition tous ces matériaux. Donc il y a une nouvelle lecture, une nouvelle approche des choses qui se fait. Vous voyez? Et la chose, c'est qu'il faut bien comprendre une chose. Le discours qui était un discours eurocentré, ce discours est appelé à tout simplement être balayé par la réalité scientifique. Et je donne encore un dernier exemple, la problématique du château fort.
Tout le monde pense que le château fort, et on aura l'occasion d'en parler dans une émission, tout le monde pense que le château fort, c'est la marque de fabrique de la civilisation occidentale. Mais c'est totalement faux. Les Occidentaux n'avaient jamais vu de château fort avant de partir aux croisées. Et le plus ancien château fort de l'histoire de l'humanité se trouve au Soudan. C'est le château fort de Bouenne, avec déjà, et il était le long du fleuve. Il y a encore d'autres mystères. Mais bien sûr, et c'est là où on a fait les douves, mais c'est là que vous avez les douves, c'est-à-dire l'eau du fleuve qui fait le contour du château, avec le pont-levis. Le pont-levis est une invention des Soudanais. Au milieu, c'est-à-dire il y a 6000 ans, les Soudanais ont inventé le pont-levis. Et quand vous voyez donc ces grandes batailles épiques dans les films où on vient attaquer les châteaux forts, mais avant c'était des problèmes qui se passaient entre Africains. C'est-à-dire que vous aviez entre les Wawat qui étaient dans le sud donc du Soudan, et les châteaux forts de l'Égypte, et vous avez d'autres châteaux forts aussi qui étaient ceux des Nubiens. Donc il y avait des affrontements pour des problèmes de territoire, des problèmes de mines d'or et compagnie. Mais toute cette histoire-là, on pourra en faire des films, on pourra en faire des bandes dessinées, on pourra en faire des choses quand même. Trouver les producteurs et... Mais c'est-à-dire que nous n'avons pas une absence de matériaux. Il nous manque deux choses. Il nous manque premièrement le courage. Et l'honnêteté. Deuxièmement, le fait de m'appeler. Parce que les gens qui disent on n'a pas les matériaux, mais appelez-moi. Je vous mets à disposition. Vous savez, il y a des gens qui viennent, qui me disent j'ai pas de matériaux. Les gens repartent avec 8 kilos de matériaux. Ah, tout le monde est assommé. Vous voyez, par exemple, il y a un cher ami qui est venu, il voulait faire une étude sur le moringa. Je lui ai remis un dossier sur le moringa, comment on dit moringa hiéroglyphe, comment on fait de l'huile de moringa hiéroglyphe, pourquoi on utilisait le moringa pour les momies en hiéroglyphe, tout ça. Il s'est retrouvé assommé, c'est-à-dire qu'il est arrivé avec rien et il repart avec une masse d'informations. Après, je dirais, il faut prendre le temps de décortiquer, mais il faut avoir envie de le faire. Je tiens quand même à rappeler qu'entre-temps, j'ai fait quand même 15 jours au rectorat de la Guadeloupe, où j'ai fait des interventions pour présenter la méthode pédagogique africaine au niveau de l'enseignement des sciences et des mathématiques. Ça, c'est quand même important de le souligner. En 2017, j'ai vu 7000 enfants, ça il faut quand même le souligner, 7000 enfants de classes de collège et de lycée, notamment sur des ateliers sur les sciences et les mathématiques, entre la Guadeloupe et la Martinique. Donc la chose c'est de se demander, mais quand on a vu 7000 enfants dans des ateliers de sciences mathématiques africaines, où est l'article de presse qui en parle? C'est-à-dire, on est où? Vous comprenez ce que je veux dire par là? Il y a quelque chose de bizarre. C'est occulté, mais vous le savez, monsieur Moutou. Non, mais c'est-à-dire que ce qu'il y a... un peu occulté. Non, mais c'est-à-dire que c'est pas pour autant que tout cela atteint notre motivation. Parce que ce qui est important pour moi, c'est de voir que l'enfant qui croit qu'il ne peut pas faire des mathématiques, finalement, mange les mathématiques, s'amuse avec et prend plaisir à en faire. Parce qu'il découvre un univers des mathématiques qui est totalement ludique. Et ça fait plaisir aux enfants. Ce que j'apprécie aussi, c'est dans les villages des mathématiques africaines que nous faisons dans les villes. Le dernier village que nous avons fait, c'est à Bémao. Et Madame le maire est venue. Madame le maire a assisté aux ateliers pédagogiques mathématiques. Et elle-même, elle a vu la portée pédagogique. Comment l'enthousiasme aussi des enfants, depuis les tout petits de 4 ans, comment ils prenaient beaucoup de plaisir à faire ces exercices mathématiques. Et à changer d'atelier pour découvrir d'autres façons de calculer. Donc c'est de cela dont il s'agit. C'est-à-dire, restons dans la joie, dans la positivité et apprenons des choses nouvelles aux enfants. Et je pense que nous, les adultes aussi, on en a besoin. Et ça, c'est important de le souligner. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons attaquer sur les origines de l'écriture. Mais avant cela, je crois que vous avez un autre document. Oui, je voulais montrer un document parce que c'est un informaticien qui est venu à Nijar et qui a témoigné justement de ce qu'il a découvert quand il est venu à l'Institut. Parce qu'il faut voir que c'est des profils variés qui viennent à l'Institut, mais qui finalement rentrent dans un questionnement qui n'existait pas avant leur arrivée. Et je pense que le mieux à faire, c'est d'écouter ce qu'il dit sur la façon dont il vit et qu'il a vécu son arrivée à l'Institut. On diffuse le premier document. Donc en fait, je débarque à l'Institut à Nijar à la suite de l'invitation d'une amie qui me dit écoute, mais viens chez nous, tu vas apprendre des choses intéressantes. Je m'intéressais déjà à l'Afrique. Et en cours, il y a un jour, on travaille sur les mathématiques africaines. Alors ça tombe bien, parce que j'ai étudié au CNAM, cours du soir, informatique, théorique. Et ne voilà-t-il pas que je tombe, on me montre une méthode, et je suis en train de me rendre compte qu'on est en train de faire de l'informatique avec des mathématiques africaines. C'est pas possible, comment c'est possible? Je vois 1, 2, 4, 8, 16, 32, des nombres binaires. Et on va dire que c'est les mathématiques de l'Afrique. Je dis, mais je ne connaissais pas ça. Mais comment c'est possible?
Et je suis en train de voir que, en fait, plus j'ai étudié ça, et plus je me suis rendu compte que ce qu'on m'a appris en cours d'informatique, si j'avais connu ce qu'on m'a appris là sur l'Afrique, j'aurais progressé plus vite. J'aurais compris plus vite. Parce que par exemple, pour faire des conversions de nombre décimal en nombre binaire, mais la méthode africaine va beaucoup plus vite. Mais c'est à force de travailler que je dis, mais effectivement, c'est plus simple. Donc maintenant, je veux convertir mon nombre décimal en binaire, j'utilise la méthode africaine, et je convertis mon nombre très rapidement, et je suis très content. Ensuite, deuxième chose que j'ai apprise également, c'est que le PC, donc l'ordinateur qu'on connaît, inventé par IBM, eh bien, cet ordinateur, il y a eu 9 brevets dessus, et c'est un noir américain, donc Mark Dean, qui possède en fait 6 brevets, qui a managé l'équipe pour un certain nombre de brevets, et il en possède un certain nombre parmi les brevets. Et cet homme est toujours vivant. Il dit lui-même qu'il travaille plus sur le PC, mais c'est un homme qui a compté. Or, je suis dans l'informatique et je ne connaissais pas cet homme-là. Et si je l'ai parlé encore exactement, mais je n'aurais jamais su que ce gars existait. Ensuite, on a un autre nom, on a Thomas Mensah, qui est l'un des co-développeurs de la fibre optique. On parle maintenant de fibrer le territoire, etc. Mais Thomas Mensah, qui est d'origine du Ghana, qui est un noir américain, eh bien, il a compté pour beaucoup dans la création de la fibre optique. Donc ce sont des petites choses comme ça, mais qu'on ne connaît pas, qui sont censées être sues par les gens du métier, du milieu qu'on ne connaît pas. Eh j'étais bien content d'apprendre ça, et puis ça m'encourage à continuer, donc je ne lâche pas l'affaire. Les mathématiques africaines notamment, il y a tant à faire, et bien je continue, et beaucoup d'autres continuent, je suis content d'avoir pu apprendre ça.